Oh, une petite seconde, le temps de mettre mes lunettes. Je voudrais pas que vous sachiez que je suis un milliardaire qui sort la nuit avec son marteau pour courir très vite. Je crois que je confonds les super-héros. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur l'un des films les plus attendus de l'année, l'énième itération du super-héros le plus apprécié du grand public, Spider-Man. Et apprécié, c'est pas peu dire, puisque Brand New Day est déjà devenu le film avec le meilleur démarrage de l'histoire du cinéma avec près de 390 millions de dollars cumulés, et a déjà atteint le milliard de dollars alors que sa première semaine n'est pas achevée. Alors certes, comme je le disais, on savait que l'araignée avait une place particulière dans le cœur du public, mais à ce point-là, personne s'y attendait. Et si je parle d'énième itération, c'est parce que n'empêche, en 4 ans, on s'est tapé près de 4 versions de Peter Parker, sans compter les séries. La trilogie de Sam Raimi reste pour moi la meilleure en termes d'écriture, mais surtout en termes de mise en scène. Des années après, elle n'a quasiment pas vieilli et profite de scènes absolument mémorables, je pense surtout dans le 2 avec le réveil d'Octopus ou la scène du train. Second opus que je considère même comme un des meilleurs films de super-héros tout court. Même le 3 qui est très bordélique, je sais pas si c'est ma passion pour les films un peu Frankenstein, mais en tout cas je l'adore. Les films de Mark Webb, je les ai pas vus depuis un petit moment, mais j'en ai pas un mauvais souvenir, quand bien même pas mal de monde crache dessus. Il y avait un côté comics un peu plus assumé avec sa direction artistique ou sa photo un peu plus léchée. Andrew Garfield certes était trop cool pour le rôle mais était pas mauvais et sa relation avec Gwen Stacy était très jolie. Et le 2 annonçait des choses plutôt intéressantes, notamment avec le projet Sinister Six réalisé par Drew Goddard. L'occasion de vous conseiller le génial La cabane dans les bois. Les deux films du Spider-Verse dont on attend le troisième avec impatience sont des merveilles d'animation en plus d'être d'une richesse thématique absolument dingue. Je sais que beaucoup préfèrent le premier mais pour ma part je crois que Across the Spider-Verse est peut-être mon Spider-Man préféré. Et enfin la dernière version, celle du MCU, réalisé par John Watts. Alors je suis en plein revisionnage du MCU, le prochain est Homecoming d'ailleurs, et j'ai le souvenir que celui-ci était sauvé par son aspect teenager assez mignon, assez tendre, là où la partie sur Spider-Man était décevante, pour pas dire autre chose. Far From Home est sans doute le plus mauvais des Spider-Man, le scénario est stupide et la seule bonne idée, à savoir l'illusion de Mysterio, n'est pas une idée de Watts. Quant à No Way Home, je dois avouer que je suis sorti de la salle assez content parce que j'ai vécu une très bonne expérience de cinéma avec les gens qui applaudissaient, qui réagissaient au fanservice. Mais une fois qu'on est à froid, on s'aperçoit que ce fanservice est quand même assez putassier et mal branlé. Sans compter qu'en termes de mise en scène, c'est d'une platitude. Peut-être vous l'avez décelé dans mes critiques, mais le gros problème de cette trilogie, c'est que John Watts est nul. Il n'a absolument aucune compétence pour filmer l'action et les scènes de voltige. L'élément qui sauve ces films, c'est Tom Holland, qui est un bon Spider-Man et un bon Peter Parker. Parce qu'au-delà de ça, il n'y a absolument rien. 3 films médiocres au mieux, autant dire que mes attentes pour Brand New Day, elles n'étaient pas très élevées. Cela dit, je dois avouer qu'elle a vu des bandes annonces qui étaient trop nombreuses et promos qui en révélaient beaucoup trop. Il y avait quand même des images et des idées que je trouvais suffisamment intéressantes. Mais surtout, ce tâcheron de John Watts a été dégagé pour être remplacé par Destin Daniel Creston. Certes réalisateur d'un Shang-Chi que j'avais trouvé dans l'ensemble très mid, mais qui avait droit à une meilleure réalisation, notamment dans les scènes d'action. Il y avait donc un petit espoir, et donc la question est est-ce que j'ai été pris dans la toile? Intéressons-nous donc à Spider-Man Brand New Day. Nous sommes confrontés à une menace qui nous dépasse. Une menace qu'on ne peut même pas voir. Vous êtes le seul à être immunisé. Spider-Man Brand New Day est bien. On reproche souvent aux cinéphiles de ne pas assez apprécier le MCU, c'est juste qu'on demande du divertissement bien foutu, bien troussé, bien écrit, et c'est le cas de Brand New Day. Et la différence entre celui-ci et les 3 précédents se ressent directement au visionnage parce que, enfin de la couleur! On a enfin une photo contrastée qui change de celle terne des précédents films. Non pas que ce soit toujours un problème, dans Winter Soldier la photo était plutôt grise mais c'était cohérent avec le délire de l'espionnage. On a enfin des scènes de voltige qui sont cool, qui donnent des sensations avec une caméra fluide qui se balance en même temps que notre araignée. On sent d'ailleurs dans la mise en scène de Daniel Creston une forte inspiration des films de Raimi et de Webb. Ça m'étonnerait pas qu'il les ait revisionnés avant de tourner. On le voit notamment avec le retour de la POV, quand Peter est en train de se balancer entre les immeubles, on voit ce qu'il voit, comme c'était le cas dans The Amazing Spider-Man. Les scènes d'action sont ultra énergiques tout en restant lisibles et en mettant en avant les super chorés, je pense notamment à tout ce qui est arts martiaux avec la main. On sent vraiment que le réal s'amuse avec sa caméra en faisant des rotations, etc. Peut-être un abus de ralenti qui donne un côté poseur en voulant reproduire des célèbres premières pages de comics, mais bon, on va pas s'en plaindre non plus. Mais aussi des scènes d'action qui utilisent pleinement les capacités de Spider-Man et de ses adversaires. Une des très bonnes idées d'ailleurs, c'est que ces derniers vont chacun challenger Peter sur un aspect différent. La main avec les arts martiaux plus sur l'agilité, Hulk évidemment la force, et le personnage de Sadie Sink
sur l'esprit. Malgré ces 2h20, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on a un bon rythme, le film switch entre différents éléments et c'est plutôt bien comment les gérer, même si c'est pas parfait, on va y revenir. Les effets spéciaux dans l'ensemble sont plutôt bons, je pense en particulier au doublant numérique. Les fonds verts, c'est plus compliqué, il y a un vrai problème d'éclairage dans les extérieurs qui font qu'ils sautent aux yeux. Les plans sont assez plats. Ce qui est encore plus visible quand on les compare avec des scènes en intérieur où les lumières sont beaucoup plus travaillées. Le ton du film est aussi différent par rapport aux 3 précédents. On est sur une ambiance beaucoup plus sérieuse. Il y a toujours de l'humour et quelques blagues, mais qui est beaucoup plus cohérent avec les personnages et surtout qui ne vient pas annihiler l'émotion. On n'est pas dans le côté plus gaguesque, plus humour à la Marvel des films de Watts. Si vous aimez les Spider-Man de Watts, et c'est votre droit, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas celui-là. Et si vous n'aimiez pas les films de Watts justement à cause des problèmes de mise en scène, et ben là c'est plutôt réglé. Donc je pense que vous devriez apprécier aussi. Mais là où Brand New Day m'a plutôt étonné, c'est dans son écriture. Ça faisait un moment que j'avais pas eu dans un film du MCU cette sensation que tous les éléments qui sont dans le film ont une raison d'exister et sont cohérents les uns avec les autres. Je trouve vraiment que dans le blockbuster moderne, il y a une perte de talent dans l'écriture. Il suffit de faire la comparaison avec les films des années 2000, les films de Raimi justement, ou les X-Men. Encore plus dans une œuvre qui s'inscrit dans un univers étendu et où il faut donc rappeler les personnages des précédents films, ajouter des références et mettre en place les briques pour les prochains films, quand bien même celles-ci ne collent absolument pas avec le film actuel. On a moins cette impression de fluidité, de construction et de film qui existe pour lui-même. Alors ici, on a toujours ces éléments, mais ils sont mieux intégrés et justifiés par les thématiques. On a toujours les briques, mais de loin, on a quand même cette vision de mur uniforme. Même si c'est pas parfait, tout ne s'imbrique pas parfaitement parce que le film a beaucoup à gérer. Le film se compose de 3 arcs. Le premier, la gestion de Peter après le sort, celui qui sera le plus source d'émotion. On s'intéresse alors à sa solitude, à lui qui est loin de ses amis, MJ aîné, de qui lui manque. Très bien illustré dans son intro où on le voit observer ses amis via des TikTok ou de très loin, en train d'aller à la fac, de se faire des nouveaux amis, d'avoir leur vie. Et pour oublier sa tristesse, pour oublier que plus personne ne se souvient de Peter Parker, il va s'enfermer dans son travail. On le voit enchaîner non-stop les missions, les seules interactions humaines qu'il a étant les personnes qu'il sauve ou qu'il côtoie en tant que Spider-Man. Ce qui permet de remettre en avant le côté gentil araignée du quartier. On sent qu'il est apprécié par les New-Yorkais et est aidé par la police. Ce qui pose quand même 2 petits problèmes parce qu'à la base, le public est censé croire qu'il a tué Mysterio. Le sort supprimait simplement le fait qu'on sache qui est Peter Parker, pas ce que Spider-Man a fait. Mais surtout, et c'est peut-être mon plus gros problème avec ce film, c'est qu'il a un peu trop tendance à vouloir annuler No Way Home. Déjà par le retour de MJ et Ned, et comme on peut le voir dans la bande-annonce, ils ont des interactions. Mais aussi, tout le principe de la fin du dernier opus était de le laisser complètement fauché, et on le retrouve avec de la super technologie et même une IA qui va l'aider. IA qui, pour l'anecdote, est jouée par Naomi Watts, actrice qui jouait sa mère dans son premier film au cinéma, The Impossible. Et le souci avec ça, c'est que l'on retombe un peu dans le côté mini Stark plutôt que Peter Parker. Sans compter que cette IA est utilisée pour certaines facilités scénaristiques et prive Peter de faire ses propres déductions. Je pense notamment à la compréhension du pouvoir de Sadisync, il va demander à l'IA de faire des calculs à sa place, ou la création d'un objet ultra important. Là encore, c'est l'ordi qu'il fabrique. Le second arc, c'est la mutation. Peter a un problème où son ADN d'araignée est en train de prendre le devant sur sa partie humaine, lui donnant des capacités supplémentaires, comme de fabriquer sa propre toile, mais aussi le rend plus agressif, ce qui m'a donné des petits aspects de Venom dans Spider-Man 3. Un rapport à la puberté et le fait de devenir adulte assez évident, je veux dire, il sécrète un liquide blanc et se laisse guider par ses hormones. C'est l'arc le moins exploité, apparemment dans les comics ça va beaucoup plus loin, notamment en termes de transformation, mais malgré tout c'est un arc qui gagne par son écho avec les autres. Et enfin le troisième acte, l'affrontement contre Sadisync, dont l'identité est restée secrète pendant toute la promo, donc on ne la révélera qu'un peu plus tard dans une partie spoil. Sadisync qui a donc la capacité de pouvoir prendre le contrôle des gens. J'aime beaucoup d'ailleurs la façon dont ils ont illustré son pouvoir comme quelque chose qui se propage d'un corps à l'autre par un mouvement violent. C'est un côté très ludique. Et qui semble avoir un grief contre Damage Control, l'organisation que l'on voyait au début du premier Spider-Man de Watts, qui nettoyait la ville après les événements d'Avengers. Qui est-elle? Pourquoi fait-elle ça? Il y a une partie un peu enquête pour le découvrir. Je trouve ça d'ailleurs très bête d'avoir révélé la présence de l'actrice. Ça retire du mystère et ça n'a fait qu'alimenter les théories de fans. Mais bon, c'est une actrice à succès appréciée du public, donc il fallait bien placer son nom et son image quelque part pour attirer un peu plus de monde. La différence entre créer un film et comment le vendre. Et c'est un bon personnage, un bon antagoniste qui sait être menaçant, qui est intéressant, qui peut être touchant, et surtout qui est intéressant dans ses thématiques par son opposition avec Peter. Je trouve ça quand même dommage que la révélation de son identité soit aussi débile. Je ne comprends pas pourquoi elle se montre à la moitié du film. Et son plan a tendance à prendre des détours pour rien. Ils ont fait revenir Scorpion et le mettre comme un élément essentiel de son plan,
alors qu'il est assez inutile. 3 arcs donc, 3 arcs qui ont beaucoup de choses à dire, et ça se sent dans la difficulté de les gérer. On a parfois un effet succession, il peut arriver que pour se concentrer sur un des arcs, on mette en pause les autres. L'exemple le plus probant étant celui sur la partie mutation. Pendant une très grande partie, on se consacre à l'enquête sur Sadie Sink, puis d'un seul coup arrivent les premières mutations, et pendant près de 10 minutes, ça va être la seule préoccupation de Peter. Et le personnage de Sadie Sink n'existe plus. Les persos secondaires, c'est la même chose. On sent qu'ils sont là pour servir le temps de l'intrigue et ensuite sont dégagés. Je pense surtout à Banner. Il n'empêche encore une fois que ça ne veut pas dire que ces éléments sont mis au forceps. Ils ont un intérêt et se répondent. Peter s'enferme de plus en plus dans son rôle de Spider-Man pour effacer Peter Parker. C'est à ce moment-là que sa mutation, où le côté araignée prend plus le devant, apparaît. Son corps ne fait que suivre sa psychologie. Et cette mutation entraîne des changements qui impactent ses actes en tant que Spider-Man. Ce qui fait que cette mutation le terrifie et le pousse à créer un appareil qui aura une importance bien plus tard dans les autres arcs. Et ce, tout en le faisant se questionner sur lui-même. Est-il Peter Parker? Est-il Spider-Man? Est-il les deux? S'il est les deux, quelle part fait partie de lui? Voire en ayant peur de cette mutation, est-ce qu'il n'a pas peur d'une partie de lui, et pourtant qui est la partie de Spider-Man dans laquelle il se réfugie? Comme je disais, ce qui marche énormément, c'est aussi le parallèle entre Peter et le personnage de Sadie Sink. Peter est seul et a tendance à s'effacer, là où Sadie Sink peut être absolument tout le monde. Lui n'a plus d'identité, elle est un ennemi invisible qui cache son identité. Elle-même cherche l'identité de Spider-Man, ce qui implique ses proches qu'il n'est plus censé côtoyer. Le rapport à la famille est aussi une thématique centrale, et la famille au sens global comprend MJ et Ned. Le film parle avant tout de ce qui nous définit en tant qu'individu, que ce soit en tant que personne ou par le prisme de notre entourage. Et tous les personnages vont participer au développement de ces thématiques. Peter par l'opposition entre Peter Parker et Spider-Man. Lui qui s'est éloigné de tout le monde, la seule chose qui le rattache à son passé, c'est la tombe de Tante May auquel il apporte régulièrement des fleurs. Donc la seule chose qui lui rappelle que Peter Parker existe est quelqu'un qui n'existe plus et qui malgré tout a toujours un impact sur lui. Il cherche tellement à réduire son aspect humain qu'il refuse toute relation. Il y a un début de drague avec une de ses voisines à laquelle il met un terme immédiatement. MJ et Ned sont à la fois un rappel de qui il était, cette tentation de les revoir, de se raccrocher à Peter Parker, un rappel de pourquoi il a lancé le sort, une forme de punition qu'il s'inflige également. On les voit heureux, avoir de nouveaux amis, avoir un petit ami, aller à l'université. Et en même temps, est-ce que ce sont vraiment eux, à partir du moment où on leur a effacé certains souvenirs? D'autant plus quand ils semblent tous les deux toujours avoir une certaine obsession pour Spider-Man. Le film va carrément jusqu'à se questionner sur est-ce que Peter avait le droit de priver ses amis de ses souvenirs? Faut saluer le métrage pour arriver avec des scènes en apparence très simples à pourtant émouvoir. Je pense à une scène de Lego. L'occasion de dire d'ailleurs que tout le cast est très bon. Il y a toujours eu une haine sur Tom Holland. Je comprends pas pourquoi. C'est pas un incroyable acteur, mais c'est pas un mauvais acteur. Et le gars a l'air super sympa en plus. Banner gère depuis des années un double vert dû à des mutations, donc il est le mieux placé pour comprendre ce qu'est en train de vivre Peter. On pourrait virer ce qui est mauvais et garder ce qui est bon. Comment vous déciderez ce qui est bon ou mauvais dans la nature? Ce qui aurait eu nettement plus de poids si on n'était pas retombé dans un Banner terrifié par Hulk au point de se créer un inhibiteur. Comme l'impression qu'une partie de son arc sur les précédents films a été effacée et ça donne un petit côté hypocrite. Mais en parallèle, ça met en parallèle la propre peur de Peter si son côté araignée venait à prendre le dessus. Et au passage, en disant le moins possible, je trouve qu'il y a une scène très maligne entre Peter Parker et Hulk. Frank Castle aka le Punisher, autant je me demandais pourquoi l'inclure dans le récit, autant une fois le film vu, il a totalement sa place. Alors déjà, si vous n'avez jamais vu la série Daredevil ou le moyen-métrage dédié, vous pouvez aller vous faire voir, le film ne fait rien pour l'introduire correctement. Heureusement que je suivais de loin et que je connais quand même un peu le personnage. Mais la relation entre Peter et Frank marche vraiment bien parce qu'ils ont des visions et des méthodes totalement opposées. Peter, c'est le gentil gars blagueur qui ne tue personne, Frank, c'est le gars qui jure et n'hésite pas à te faire exploser la cervelle. Et j'aime bien la façon dont le film va faire questionner Frank sur ses méthodes aussi radicales. Encore une fois, pas assez développé, je pense vraiment que Frank aurait dû être beaucoup plus présent dans le film, mais malgré tout, ça fonctionne. Surtout que film familial oblige, on a dans ce film un Punisher qui ne tue personne. Mais ce à quoi j'avais pas pensé, c'est que Frank est aussi quelqu'un qui a perdu sa famille, lui de façon définitive. Donc c'est intéressant de voir son rapport avec Peter qui lui a ses amis qui sont toujours présents et qu'il pourrait aller voir. Je crois que c'est la relation que je préfère du film, leurs interactions marchent bien, elles les poussent à évoluer, elle est source des meilleures blagues. Et c'est cool de voir que là où Peter a souvent eu des figures paternelles avec Tony ou même avec Banner dans ce film, quand bien même Frank a un côté figure paternelle avec toute la dimension familiale, Peter
va aussi aider Frank à évoluer et va être un modèle pour lui. Yelena est peut-être celle dont la présence est le plus forcée. Est-ce que Peter avait vraiment besoin d'aller la voir, elle, pour obtenir des informations? Sans compter que c'est avec elle qu'on retrouve l'humour le plus marvelien, avec son bureau qui se trouve dans des bains. L'occasion de dire que Tom Holland a poussé de la fonte depuis No Way Home et que ça se voit. Et en même temps, sa présence est assez cohérente avec les thématiques. Elle est une ancienne agent de la Chambre Rouge, donc tout ce qui est manipulation et rapport à son identité, elle sait ce que c'est. Elle est également quelqu'un qui a vécu dans l'ombre, dans le secret. Et même si le bain a l'air d'être seulement une excuse pour foutre Tom Holland au boxer, il n'empêche que c'est le seul lieu où il parvient à se détendre. Et il est enfin temps de s'intéresser à Sadie Sink, donc si vous ne voulez pas être spoilé par son identité, fuyez pauvre fou. Parce que oui, il y a eu de nombreuses théories et les rumeurs sont confirmées. Sadie Sink incarne la mutante Jean Grey. Ce qui insinue donc que les mutants existent depuis le début dans le MCU. Et alors là, les parallèles entre Jean et Peter, il y en a à foison. Elle est une mutante qui assume parfaitement qui elle est, là où Peter est en pleine mutation et a peur de celle-ci. Elle a été effacée des registres de force, lui a demandé un sort pour être oublié. Elle a perdu sa sœur, lui a perdu sa tante et ses amis. Jean s'enfonce dans un désir de vengeance, Peter lui reste optimiste et humaniste. Elle n'hésite pas à utiliser les autres, parfois de façon extrême, pour ses intérêts personnels. Peter, lui, n'hésite jamais à se sacrifier. Et le début de leur relation, quand bien même ils démarrent comme des antagonistes, est vraiment très joli. On comprend pourquoi ils se rapprochent, pourquoi ils se comprennent, quand bien même ils ont des méthodes et des façons de penser complètement différentes. Parce qu'ils ont les mêmes motivations. Tous les deux sont des êtres seuls et perdus. Ce qui est intéressant, c'est que Peter, lui, a choisi de l'être et malgré tout ne perd pas l'idée que ses amis, en un sens, sont toujours là. Là où Jean, en dehors de sa sœur, est vraiment seule, elle n'a plus personne, et elle pas par choix. Et je dois avouer que pendant une partie du film, j'avais un peu peur de la finalité, mais je trouve que l'écriture de Jean est plutôt bien gérée. Dans ma vidéo sur Disney la politique, j'avais remarqué que Disney avait peut-être plutôt tendance à mettre en avant un système assez rassurant, là où tout ce qui était différent était plutôt source de méfiance, voire de peur. Et le MCU n'était pas épargné. Mais je trouve qu'ici, Brand New Day a plus une approche au premier film Zootopie, qu'à force d'être victime de discrimination, Jean Grey finit par devenir le monstre que tout le monde voit en elle. Là où le vrai ennemi est le système Damage Control qui souhaite s'emparer de Jean Grey pour essayer de reproduire ses pouvoirs. Ce qui a parfaitement du sens puisque Jean Grey est une X-Men et que les X-Men ont toujours été politiques et des métaphores des discriminations. On rappelle Iceberg dans X-Men 2 avec son pseudo coming out. Have you tried not being a mutant? Et Brand New Day met déjà en place les prémices de ce que pourrait être le film X-Men. Des personnes chassées pour leur pouvoir, par peur des êtres anormaux. Le fameux inhibiteur universel pourrait devenir une arme, voire un sujet de scission entre les différents mutants, donnant lieu au camp de Charles Xavier et au camp de Magneto. D'ailleurs, petit point, j'adhère pas du tout à ce que Peter n'ait aucune hésitation à utiliser l'inhibiteur sur Jean Grey. Bien qu'elle soit une menace, qu'il ait aucun souci à la priver d'une partie de ce qu'elle est, d'autant plus quand en parallèle, on voit qu'il s'excuse auprès de MJ d'avoir supprimé ses souvenirs, ça colle pas. On voit aussi déjà au cours du film que Jean gagne grandement en puissance. Ça accumulé à sa colère envers Damage Control, voire envers l'humanité tout entière, est-ce que ça pourrait mener au Phénix? Mais une fois de plus, ce que j'aime, c'est que ici, on est vraiment dans « je pose les bases de ce que vont être les X-Men », et pourtant, tous ces sujets répondent parfaitement aux différents arcs et différentes thématiques auquel a droit Peter dans ce film. Ce ne sont pas des ajouts forcés. Le directeur de Damage Control, William Mesger, vrai méchant qui existe dans les comics, n'a aucun problème à côtoyer des personnes atypiques tant qu'il sert ses intérêts. Il est la représentation du type lambda qui n'a pas de super armure, pas de super pouvoir, donc en apparence on n'a pas de raison de s'en méfier, et pourtant il est bien plus cruel que Jean Grey. Ou même de Frank. Frank a des méthodes discutables, mais ses intentions sont honorables. Il ne s'en prend qu'à des criminels et n'est pas motivé par des intérêts personnels. Ça fait beaucoup à traiter. Tout n'est pas parfaitement développé, tout aurait pu être beaucoup mieux imbriqué et une intrigue plus fluide. Il n'empêche que tout est présent à raison, est cohérent et se répond. Étant donné que ça fait quelques années qu'on se tape des blockbusters cyniques qui n'hésitent pas à mettre en pause leur action pour des blagues nazes, franchement ça fait plaisir. Et côté MCU, je crois que c'est pas depuis Les Éternels que j'avais vu ça. Est-ce que Brand New Day est parfait? Non. Est-ce que c'est un des meilleurs films Spider-Man? Non. Les Raimi et les Spider-Verse sont meilleurs. Est-ce que c'est le meilleur Tom Holland? Définitivement. Brand New Day est ce que devrait être la qualité moyenne d'un blockbuster grand public. Un film bien foutu, réalisé, joué, surtout écrit et pensé, qui ne prend pas son spectateur pour un idiot ou une vache à lait. En tant que cinéphile, je n'ai aucune haine contre le MCU. À nouveau, je suis en train de le revisionner et je me surprends à réapprendre à en aimer certains. Captain America, Les Gardiens de la Galaxie 2. Je demande juste un vrai bon divertissement sincère et c'est ce que j'ai eu. Je pense quand même que dans le même style, j'ai préféré Les Maîtres de l'Univers.
Des os pas des os. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de Brand New Day, ce que vous imaginez pour le futur du MCU. N'oubliez pas de liker et partager, ça aide beaucoup. On se retrouve très vite. Je vais enfin voir l'Odyssée vendredi à Montpellier dans les meilleures conditions. On va voir ce que ça donne, j'ai très peur. Et je suis en train de préparer la prochaine grosse vidéo. On parlera évidemment de cinéma et de jeux vidéo. En attendant, n'oubliez pas d'être curieux, allez au cinéma, regardez des films. Bye.